L'invité de 15 cette semaine est directeur technique narration chez Ubisoft. Il s'appelle Pierre-Étienne Marx. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Directeur technique narration dans une grosse entreprise de jeux vidéo, ça veut dire quoi? Moi, mon taf, c'est de faire en sorte que les gens de l'équipe narration puissent intégrer du contenu et faire en sorte que ce soit intéressant à jouer, à découvrir des choses, des personnages, des histoires. Et en plus d'imaginer des contenus narratifs numériques, vous donnez vie à du contenu de lutte dans la vraie vie, puisque vous êtes aussi le représentant des salariés d'Ubisoft au sein du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Vous représentez donc les salariés de votre entreprise. Rebonjour, Pierre-Étienne Marx. Bonjour. Le 12 décembre, jeudi, votre syndicat appelait les 20 000 salariés du secteur vidéoludique à se joindre à la grande journée de mobilisation nationale de la CGT contre les vagues de licenciements. Parce que oui, le secteur des jeux vidéo n'échappe pas aux réalités économiques, à ces crises. À l'échelle mondiale, si je ne me trompe pas, l'industrie vidéoludique, c'est 15 000 suppressions de postes depuis janvier. Mais ça marche pas, les jeux vidéo, c'est un truc qui se vend bien, non ? Je sais pas, on nous dit tout le temps qu'on est en crise et à côté on nous dit qu'on fait des profits records. Donc voilà, j'attends encore l'explication. Nous, ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans cette industrie. Les entreprises font des profits, des marges à plus à deux chiffres. Donc on va dire, comparé au reste de l'économie, on devrait être chanceux. Mais on est aussi une industrie qui a des investisseurs très exigeants qui veulent toujours plus de marge, toujours plus de bénéfices et donc qui vont dire écoutez, et si vous faisiez autant ou plus mais avec moins de gens. Un exemple du coup très concret, très français et qui vous concerne, c'est le cas d'Ubisoft. Donc après plusieurs résultats décevants en tout cas pour l'équipe financière de la boîte, deux bureaux, deux antennes vont fermer, celle de San Francisco et d'Osaka. Ça fait 277 postes hors de France. Dernièrement aussi, il a été question pour vous de mettre fin au télétravail, ou en tout cas de réduire le volume de la possibilité d'être en télétravail. Ça a été l'objet de deux grosses mobilisations au sein d'Ubisoft en janvier et en octobre. Avant de rentrer dans ces détails précis, globalement, le secteur il vit une crise qu'on dit inédite depuis globalement la fin du Covid. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié uniquement aux habitudes de consommation ou à ce qui a été impulsé par les studios ? Ce qui est inédit, comme je le disais un peu avant, c'est que c'est pas une crise. C'est que la crise du jeu vidéo, elle a eu lieu à la fin des années 80, quand on a littéralement quand on a dû enfermer dans des stocks ou enterrer dans le sol des copies de jeux qui ne se vendaient pas parce que les gens avaient fait n'importe quoi et ne savaient pas ce qu'ils vendaient. C'est vrai ça ? Oui, il y a tout un docu qui est super intéressant où il déterre en fait les centaines et milliers de copies du jeu vidéo E.T. qui est super nul et qui a été mis dans le désert du Mojave. Voilà. Donc nous, on n'en est pas là aujourd'hui. Déjà parce qu'on vend plus de 50% des jeux en numérique maintenant, donc c'est plus compliqué de les enterrer. Il n'y a pas eu de Star Wars mis dans le sol ? Pas que je sache. Voilà. Après, j'espère pas. C'est un peu du gâchis. Mais en dehors de ça, effectivement... la grosse différence aujourd'hui, c'est que c'est une crise éventuellement de rentabilité. Ça, c'est ce qu'on nous dit quand on reste poli. Et dans le cadre, par exemple, des studios que tu citais sur Osaka et San Francisco, c'est des studios qui ont fait un jeu, qui ont produit quelque chose d'intéressant, qui avait des promesses, qui avait aussi des défauts. Et Ubisoft en particulier devrait très bien savoir que c'est le genre de jeu qui peut tout à fait se révéler fructueux parce que un de nos jeux qui rapporte le plus aujourd'hui, c'est Rainbow Six Siege, qui a eu une première année assez douloureuse et qui, dans sa deuxième année, s'est retourné et a fait des profits de plus en plus bons au fil des ans. Donc là, on est un peu dans le cas où il y a des gens qui, en fait, ont un peu perdu le fil et sont dans une rentabilité à de plus en plus court terme. Et donc, quelque part, détruisent un peu leur propre outil. Est-ce que les joueurs ont vraiment changé leurs habitudes de consommation des produits du jeu vidéo pendant la crise du Covid ? Une demande qui a augmenté, donc des profits qui ont quand même été sensiblement différents, plus élevés pour les studios, et que ça s'est rapidement essoufflé quand la vie normale a repris. Et est-ce que les studios ont réussi à suivre cette dynamique-là, ou au contraire, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à prendre le train en marche ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage entre les habitudes et la vision de ceux qui sont au-dessus ?
Il y a plusieurs choses. C'est sûr que pendant la période Covid, évidemment, tout le monde est enfermé chez soi et donc il y a beaucoup d'activités qu'on ne fait plus. On ne va plus au cinéma, on ne va plus voir du théâtre, on ne va plus voir de spectacles vivants. Donc il y avait effectivement sans doute un peu plus de revenus disponibles pour le dépenser dans des jeux vidéo. Ça a amené aussi tout un tas d'investisseurs complètement externes au secteur qui n'y connaissaient rien et qui disaient juste « Ouais, ça fait des marges incroyables, moi aussi j'en veux ». Effectivement, c'est des gens qui, à 2 ans de distance, vont dire « Ah bah je comprends pas, maintenant que les gens sont sortis de chez eux, les marges sont moins bonnes ». Ça, c'est quand même une erreur des patrons d'entreprise, parce qu'il y a un moment, c'était quand même assez prévisible tout ça. Ce que j'énonce, c'est quand même, globalement, c'est pas de la macroéconomie très compliquée. Derrière tout ça, effectivement, la question qui se pose, c'est de dire, il y a certaines entreprises, Ubisoft n'en est pas forcément le plus gros exemple, mais qui ont beaucoup grossi pendant cette période, parce qu'il y avait beaucoup d'investissements, et donc il y avait un peu une espèce de course en avant. Et il y avait sans doute cette croyance derrière que, en étant suffisamment gros, on allait atteindre une masse critique et on allait réussir peut-être à capter le marché à la façon d'un Uber ou enfin, d'autres entreprises de blitzscaling, comme on dit. C'est quoi? Le blitzscaling, hein, donc c'est dans la tech l'idée qu'avec suffisamment de moyens, on va capturer un marché en prenant des pertes exprès sur ces prestations, hein, c'est ce que fait Uber par exemple. Et une fois qu'on a capturé le marché et qu'en fait on a écœuré tous les autres parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester, à ce moment-là on fait augmenter les prix. Et c'est possible encore de faire ça dans le secteur du jeu vidéo? Le jeu vidéo, c'était plus compliqué de faire ça parce qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs assez gros. Enfin, quand il y a un Microsoft, un Sony, un Nintendo qui sont là, faut y aller pour les dégoûter quand même niveau argent. Et puis, c'est pas un secteur où on peut juste arriver avec un produit, on va dire, un petit peu random et essayer de dégager les autres. C'est un secteur où les gens ont aussi des attentes quand même artistiques, ont aussi des attentes d'originalité et aussi des attentes de compétences. Parce que le jeu vidéo, c'est complexe. C'est un produit qui mobilise énormément de métiers différents. Et savoir coordonner tout ça, faire monter la sauce et à la fin arriver avec un produit intéressant, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est certainement pas un truc qui s'improvise en 2 ans. Ubisoft traverse une crise qui a différents visages purement économiques. Ça se répercute bien sur les salariés, sur leurs conditions de travail et également sur leur poste et leur réalité économique. Mais il y a cette sensation, que vous allez me décrire ou pas, d'une orientation stratégique, d'une orientation en termes de direction artistique, ou en tout cas de volonté de production pure, qui a pu être un peu incomprise, avec beaucoup d'argent mis sur des très gros projets qui ne vont pas forcément marcher. Pourquoi? Je pense à un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. Je sais pas, ça réduit pas beaucoup la liste. Ouais, bien sûr. Alors, il y a une orientation assez générale du monde du divertissement. On voit ça aussi dans le cinéma, par exemple. En gros, il y a cette aversion au risque qui fait qu'on va se retourner vers des plus gros projets de plus en plus gros, vers des licences de plus en plus sélectionnées, voilà, qu'on considère de plus en plus fortes. Et donc, il y a une peur, en fait, une peur du vide des fois, hein, une peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent, qui fait que Ubisoft là-dessus est assez similaire aux autres. La spécificité d'Ubisoft, c'est qu'en plus, on a peut-être parfois encore moins de contrôle créatif sur les œuvres qu'on crée dans les studios, parce qu'on a des process internes assez contraignants qui font qu'on passe énormément de temps à devoir se justifier auprès de gens qui ne sont pas forcément plus compétents que nous en fait en termes de création. Et donc, pour moi, en fait, on a le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'à la fois, Oui. on nous demande de faire très gros, de faire très fort, de taper très fort, d'être différent, d'être intéressant, de capter des gens, d'être dans la bataille de l'attention, etc. Et en même temps, on nous restreint tellement qu'on ne peut pas vraiment aller chercher le truc différent et le truc intéressant. Là, très concrètement, la dernière licence qui a coûté beaucoup d'argent et qui a mobilisé beaucoup de gens chez Ubisoft, c'était quoi? Un Star Wars, j'imagine. Oui. Et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu ce choix-là de se tourner vers une licence qui a déjà un univers, des univers et sur différents médias extrêmement développés. Pourquoi faire ce choix-là? Pourquoi aussi en parler autant en amont? Pourquoi survendre ce projet-là qui n'est finalement pas inédit en termes de format et de volonté? Je ne parle pas du fond, mais en tout cas du format.
Là, on m'en demande beaucoup. Je ne suis pas Yves Guillemot, donc je ne sais pas. Je pense que ça rejoint un petit peu le point que je disais sur les licences. Cette croyance que les licences suffisent à vendre, c'est vraiment omniprésent dans tout le divertissement. C'est pour ça que chez Disney, on fait du Marvel et du Marvel et du Marvel et du Star Wars et du Star Wars, et on fait que ça parce que on est persuadé que si on n'avait pas ce saut d'approbation, on en vendrait moins. Et donc, là, derrière, ce qui se joue, c'est effectivement, on voit bien que la licence, ça suffit pas, en fait. Et c'est un peu ça, peut-être, ce qu'on apprend avec ce jeu. Bon, voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais en tout cas, c'est ça qu'on voit. Et nous, c'est quelque chose dont on est, en tant que travailleurs et travailleuses, on le voit très bien, on le sait. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'en fait, si on fait un produit intéressant, les gens viendront. Est-ce qu'avec une licence, on en vendra plus? Peut-être, mais c'est pas ça qui va faire le jeu. Et nous, quand on parle avec des dirigeants, parfois on a l'impression qu'ils pensent à l'inverse, qu'ils disent, c'est limite si quand on vient pitcher un jeu, c'est d'accord, mais c'est quoi la licence? Il y a pas quelque chose qui, d'ailleurs, c'est pas dégradant quand c'est son métier de créer des univers. Enfin, comment est-ce qu'on vit cette espèce d'injonction à la licence quand notre métier n'est pas de se plier à une licence? Bah, je pense que une licence, c'est un outil. C'est-à-dire que effectivement, si on était nous-mêmes acteurs de ça et qu'on disait, bah, tiens, j'ai une super idée qui marcherait super bien avec Star Wars, etc., ça le ferait. Et j'ai aucun doute que l'équipe créative de Star Wars Outlaws, c'est aussi ça qui est passé dans leur tête. C'est qu'en fait, ils avaient une idée d'un jeu d'aventure. Ils voulaient peut-être toucher à plusieurs mondes dans l'espace, etc. Ils se sont dit, bah, c'est vrai que Star Wars, jeu d'aventure, contrebandier, etc. Et sans doute qu'il y a eu un raisonnement comme ça. Mais effectivement, ça peut aussi être, comment dire, un blocage. Après, moi, je dirais, pour moi, la licence, c'est juste un élément parmi tant d'autres. Dans notre processus créatif chez Ubisoft en particulier, la problématique qu'on a, c'est que quand on est en train de créer un jeu, on passe notre temps à nous justifier de tout. La licence étant un élément, mais pas que. On va se justifier, on doit présenter une idée du monde et de l'histoire avant même qu'on ait défini quelles sont les mécaniques intéressantes qu'on va présenter aux joueurs. Et ça, pour moi, c'est l'erreur principale qu'on fait dans le groupe Ubisoft, c'est on n'est pas capable de se dire, à un moment, on paye des gens qui sont compétents et dont c'est le métier en fait de proposer du gameplay. Hein. C'est le jeu vidéo, sa spécificité, c'est le jeu. Sinon, c'est juste un film. Enfin, juste, avec tout le respect que j'ai pour le cinéma, mais voilà. Sinon, c'est pas différent. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait un jeu vidéo? Et ça, dans le process créatif chez Ubisoft, c'est peut-être la seule question qu'on se pose pas, alors que ça devrait être la première. Et donc, ce réflexe vers la licence, cette espèce d'incompréhension entre les différentes dynamiques, les différentes instances qui permettent de créer un jeu vidéo, est-ce que c'est une partie d'explication de la crise actuelle que traverse Ubisoft avec eh bien des personnes qui quittent leur poste, des gens qu'on pousse à quitter leur poste? Il y a une situation qui affecte les salariés d'Ubisoft cette année, depuis plusieurs années, qui est quand même dramatique. Ça explique ces dimensions-là purement liées au jeu, à la conception d'un jeu. Est-ce que c'est ça qui explique la crise? Entre autres, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Évidemment, au sein d'Ubisoft, Ubisoft, c'est un peu une bizarrerie à plein de niveaux dans l'industrie du jeu vidéo. Déjà parce que c'est la seule grosse entreprise de jeux vidéo qui n'est pas dans un des deux grands pays du jeu vidéo, le Japon et les États-Unis. Bon, aujourd'hui, maintenant, il y a la Chine, c'est vrai, donc on va dire un des trois grands, mais en termes en termes de finances, en termes d'histoire, etc., même si la France a une longue histoire avec le jeu vidéo, évidemment, on est des nains, en fait, en termes d'argent. Donc, avoir un des gros éditeurs du jeu vidéo français qui soit là, c'est déjà une bizarrerie en soi. Et en plus, l'autre bizarrerie, c'est qu'Ubisoft, c'est le plus gros employeur du jeu vidéo au monde. Pour donner une idée, Ubisoft, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 19 000 personnes. Le deuxième, ça devrait être... alors maintenant, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, c'est Activision avec 6 ou 8 000 personnes. Donc, il y a une différence d'approche stratégique fondamentale. L'une des différences d'approche, c'est que nous, on a une notion d'intégration verticale, c'est-à-dire qu'on veut maîtriser toute notre chaîne de production. Donc, on va aussi intégrer des gens qui, d'habitude, sont des sous-traitants.
Alors ça, c'est pas forcément néfaste, hein, ça peut même être meilleur pour leurs conditions de travail parce que les sous-traitants, pour des gros studios, souvent, on les malmène beaucoup et on voit ça pas que dans le jeu vidéo, hein, dans le cinéma, les studios de FX, qui travaillent avec Disney, ça fait, maintenant, un certain nombre d'années qu'ils commencent à dire que c'est assez douloureux. Donc ça fausse aussi un certain nombre de métriques parce que forcément, tu es en train de comparer une entreprise qui internalise beaucoup, qui a peut-être encore un peu enfin, on fait encore un peu de sous-traitance sur certains sujets, mais globalement, Mmh. on a quand même beaucoup d'intégration de tout ça. Et donc, évidemment, bah, tu ne gères pas ça de la même façon qu'une industrie, une entreprise qui a dit je garde vraiment le strict minimum, la valeur ajoutée la meilleure, et tout le reste, je me débrouille pour l'outsourcer ailleurs. Donc, si on se compare, comme on le fait souvent, aux autres, évidemment, on est moins bon. Maintenant, la question, c'est de dire, bah, est-ce qu'on n'est pas plus pérenne? Est-ce que le jour où nos sous-traitants en ont marre de nous, est-ce qu'on est capable de survivre? Ça, c'est des questions stratégiques qu'on entend moins. Et c'est un peu dommage. Pour, les travailleurs, d'Ubisoft en France, quelles ont été les décisions, ce qu'on a voulu, et ce que les patrons ont réussi à faire, ont voulu mettre en place, qui ont profondément impacté les conditions de travail, ne serait-ce que la réalité économique, des salariés de la boîte, ces dernières années? Alors, faut savoir qu'il y a 2 ans maintenant, quasiment, notre PDG a annoncé qu'il y avait un plan d'économie de 200 millions d'euros par an sur les coûts. Donc il fallait qu'on réduise tous nos coûts de 200 millions. Donc, ce qui est compliqué dans le jeu vidéo, c'est que les coûts, c'est principalement les salaires, hein. En fait, nous, on n'a pas des coûts délirants à côté de ça. Ou alors, c'est des coûts assez difficiles à couper parce qu'à un moment, quand tu as besoin d'enregistrer une cinématique en motion capture, il faut aller au studio. Oui. Voilà. Et puis il faut payer des acteurs. Voilà. Ça, tu peux pas vraiment y couper. Et donc, évidemment, bah, ça va se jouer sur quoi? Ça va se jouer sur des économies de bout de chandelle. Et donc, c'est au quotidien, quand tu reviens au studio, tu as l'impression que de plus en plus, il y a tout un tas de petites choses qui disparaissent, ou alors l'entretien est un peu moins présent, ou alors les services généraux ont peut-être moins de moyens pour s'occuper des petits tracas du quotidien. Et ça, c'est des choses que tu ressens peut-être pas directement, c'est pas des choses qui vont t'empêcher de travailler le jour même, mais quand ça s'accumule, tu finis par te dire, ouais, ça crée un espèce de mal-être enfin, pardon, ça crée un mal-être qu'on n'avait pas avant parce qu'on se dit, tiens, bah, je suis pas bien et je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas un truc qui t'empêche d'être là, mais c'est un truc qui vient te taper un petit peu dans l'arrière du crâne. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on se dit tous, c'est bon, bah, ok, ils ont licencié des gens plusieurs fois, hein, ils ont licencié des gens au Canada dans les services informatiques. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens, par exemple en France, mais pas que, qui travaillent dans ces mêmes services avec ces gens-là et qui du coup se retrouvent à devoir gérer bah, soit plus de services, soit devoir en couper et puis se faire engueuler par les gens qui en avaient besoin en disant bah, comment on fait. L'autre chose, c'est bah, forcément, il y a une insécurité qui se présente parce que même quand on nous dit non, non, on ne souhaite pas licencier en France, quand on nous dit il faut faire 200 millions d'économies, nous, on se dit bah, où vous les faites? Oui, et quand on voit, les filiales, enfin les bureaux étrangers, qui littéralement ferment, c'est normal de se sentir en situation un peu de précarisation C'est ça. ou d'incertitude. Et actuellement, heu, la mobilisation qui est propre à Ubisoft, elle repose sur une volonté de réduire le temps de télétravail auquel ont droit les salariés, c'est ça? Et qu'est-ce qui est quel est le point de crispation pour vous, salariés d'Ubisoft? En fait, Dans le détail, c'est quoi déjà le alors, projet? le projet, c'est que jusque-là, la règle de base en France, c'était on pouvait demander jusqu'à 3 jours par semaine sans spécialement en discuter. Et au-delà de ça, il fallait le valider avec la hiérarchie. Il y a des gens qui vivaient très loin, il y a des gens qui sont proches aidants, il y a plein de raisons en fait. Moi, je fais souvent une analogie sur le télétravail. Je parle de l'accessibilité dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des fonctionnalités d'accessibilité, c'est par exemple rajouter des sous-titres. Quand tu fais une fonctionnalité d'accessibilité, souvent, tu fais ça avec l'idée que c'est pour servir telle ou telle population. Bah, par exemple, les sous-titres, tu vas dire, ah ben, les gens qui sont malentendants, c'est cool parce que comme ça, ils pourront lire les sous-titres. Et en fait, tu te rends compte à l'usage que ça sert à beaucoup plus de gens. Parce que, bah, par exemple, tu as des gens qui jouent pas avec le son, parce qu'ils ont des gens autour, parce qu'ils ont un bébé pas loin qui veulent l'entendre si jamais il pleure, parce que ils n'ont pas envie.
Ou alors, il y a des gens qui jouent dans une autre langue que leur langue maternelle, qui comprennent pas forcément tout ce qui est dit et qui veulent avoir les sous-titres pour vérifier. Il y a plein de façons en fait de se servir de ces fonctionnalités. Il y en a aucune qui est mauvaise et au contraire, en ajoutant cette fonctionnalité, en ayant une idée précise de ce pourquoi elle servait, tu te retrouves en fait à servir beaucoup plus de gens et qui en fait en sont très contents. Et pour donner une idée, les sous-titres sur Assassin's Creed Origins, ils étaient désactivés par défaut, à peu près 50% des gens les activaient. Sur Assassin's Creed Odyssey, qui est le suivant, ils étaient activés par défaut et 95% des gens les laissaient. Ouais. Donc on s'est rendu compte qu'en fait c'est quelque chose qui sert beaucoup, qui n'est pas du tout gênant, puisque si ça gênait tant que ça, les gens les désactiveraient, hein, c'est dans les options. Et c'est utile. Et pour nous, le télétravail, c'est un peu la même chose. Sous-titres. Non, mais c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, c'est un truc qui a été mis en place évidemment au moment du Covid, qui est resté ensuite et qui en fait a permis à des gens de trouver d'autres équilibres entre la vie privée et la vie professionnelle, et qui a permis à beaucoup de gens aussi de compenser peut-être un peu leur salaire, peut-être pas toujours aussi haut qu'on aimerait. Parce que il faut quand même dire aussi quelque chose, le jeu vidéo en général c'est dans des zones urbaines assez chères. Oui. Hein, Ubisoft, on a des studios à Paris, à Montpellier, à Lyon, à Bordeaux, à Annecy. C'est pas des villes extrêmement données, hein, pour certaines même très chères. Et donc quand on est au bas de l'échelle, c'est pas toujours simple de se loger dans les environs. Et en région parisienne, on connaît très bien le problème. C'est soit on se loge de plus en plus loin du bureau et donc on a des trajets de plus en plus longs. Soit carrément, on se retrouve à se dire est-ce que je vais me loger carrément beaucoup plus loin et je vais prendre une voiture ou je ne sais quoi. Avoir du télétravail, ça permet aussi un petit peu de ménager tout ça et dans certains cas de s'adapter. Et là, il y a une volonté du coup de réduire ce temps possible de télétravail. Voilà, et surtout, la problématique, c'est pas tellement le chiffre, parce que à la limite, le chiffre par défaut, c'est juste un élément parmi d'autres de la discussion. C'est la symbolique, j'imagine. C'est la méthode aussi. Oui. Parce qu'en fait, nous, ce qui se passe, c'est que courant septembre, on nous prévient la veille pour le lendemain qu'une communication va être faite à ce sujet. Quand on est en réunion CSE, qu'on nous annonce ça, on leur dit d'accord, c'est quoi qui va être dit en fait si vous la faites demain, vous avez sûrement déjà écrit. Et on nous dit non, on ne sait pas. Donc déjà, notre direction locale, visiblement, n'est pas au courant. Ou alors, ils nous mentent. Le lendemain, on a un mail de la directrice des Studios Monde qui annonce cette règle avec un espèce de un petit paragraphe supplémentaire pour dire là où des syndicats sont présents, on négociera avec eux. Ça sent le truc qu'un type du légal a rajouté en dernière minute en disant attends, quand même, ne prêtons pas le flanc à ça. Derrière, nous, ce qu'on reproche, c'est de dire mais en fait, si vous vouliez discuter de ça, mais discutons-en en amont. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'annoncer ça? Accessoirement, le mail est arrivé à 17h chez nous. À 17h05, il y avait un article dans VentureBeat par Dean Takahashi, qui est un journaliste très bien renseigné, visiblement, qui avait non seulement le contenu du mail, mais même des infos supplémentaires. Donc en gros, ils préfèrent parler aux journalistes plutôt qu'à leurs salariés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de... Enfin, pas de mépris, mais chez le grand public, mais aussi chez les grands dirigeants, on va partir du principe que la conscience collective des travailleurs d'une telle industrie, ça n'existe pas. La conscience syndicale n'existe pas et que donc on peut un peu s'affranchir des règles strictes du droit du travail parce que est-ce que ce secteur-là et les gens qui y travaillent les connaissent vraiment? Alors, c'est sûr, et en fait, c'est des gens aussi qui sont biberonnés à ça. C'est une industrie qui est née avec l'expansion totale du néolibéralisme dans les sociétés occidentales. Donc, c'est une industrie qui est bercée de tout un tas d'idées sur lesquelles, désormais, le plus important, c'est les indicateurs financiers, c'est cette direction-là, et surtout, on arrête de discuter de questions sociales. Effectivement, nous, on le ramène en permanence parce que c'est important, parce qu'en fait, les gens, ils sont là, ils travaillent, ils ont des vies, et qu'on ne doit pas l'ignorer. Et le fond du problème qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, on a beaucoup de retard, parce qu'en fait, cette industrie du jeu vidéo, comme elle s'est créée de façon très fractionnée dans des entreprises parfois d'assez petite taille, etc., on n'a pas eu ce moment de prise de conscience on va dire, plus tôt que pouvaient avoir des industries aujourd'hui plus anciennes, plus matures, qui ont cette connaissance en fait de ces problématiques-là et qui les traitent un petit peu différemment. Nous, on fait ça un petit peu sur le tard parce qu'en fait, on prend les choses à la volée
Et on reconstruit cette conscience-là. Néanmoins, on voit bien qu'en fait, les gens sont conscients de ça. On voit bien que les gens veulent défendre des droits collectifs et pas juste des situations individuelles comme ce que cherchent en fait nos patrons. Parce que ça, c'est sûr, c'est plus facile en fait de diviser pour mieux régner quand un tel va négocier un petit bout de salaire, un tel va négocier un jour de télétravail supplémentaire, etc. Et nous, effectivement, notre but, c'est de dire non. Ces sujets-là, c'est des sujets globaux. Il faut des règles globales. Il ne faut plus que ce soit à la tête du client. Il ne faut plus que ce soit un tel est pote avec bidule et donc il a le droit comment dire, à des passe-droits. Mais cette conscience et la création d'une conscience syndicale unifiée des travailleurs, elle a été possible vraiment quand? C'est-à-dire que le syndicat auquel vous appartenez, grâce auquel vous représentez les salariés d'Ubisoft, donc le syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo, il a été créé en 2017. 17. Avant, il n'existait pas de structure, d'entité qui pouvait représenter uniquement, dédiée aux travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Non, il y avait quelques implantations syndicales ici et là, mais c'était principalement aussi dans des parties du jeu vidéo qui étaient en fait des métiers plus habitués à la syndicalisation. On pense par exemple au bureau français de Blizzard, qui a fermé depuis, dans lequel en fait c'était beaucoup de soutien aux clients. Et donc ça, c'est quand même des métiers où les gens ont Oui. plus l'habitude un petit peu de ce genre de relations. Mais comment et pourquoi en fait ce secteur-là a mis et met encore beaucoup de temps à créer cette unité, ce mouvement syndical? Pourquoi? C'est parce que c'est des métiers qui, isolément, ne sont pas baignés dans une culture syndicale? Est-ce que c'est juste que c'est justement des métiers très différents qu'il est difficile d'unir au sein d'une cause politique ou sociale commune? Qu'est-ce qui explique ça? Pour moi, il y a beaucoup de facteurs à ça, mais un des facteurs principaux, c'est on a eu pendant très très longtemps une instabilité totale de cette industrie, alors même qu'elle continue à faire de la croissance, alors même qu'elle continue à dégager du chiffre. On a quand même les carrières longues, c'est presque une blague dans le jeu vidéo, c'est aberrant. Et donc, C'est-à-dire, enfin, le temps moyen, votre métier, par exemple. alors bon, moi je suis un peu une anomalie, mais de manière générale, en fait, dans le jeu vidéo, au bout de 2 ans, on est confirmé, et au bout de 5 Ok. ans, on est senior. Donc en fait, Ok. ça laisse encore un peu de temps avant la retraite. Et c'est à tel point en fait que ça devient compliqué pour les entreprises aujourd'hui qui commencent à avoir des gens avec un peu plus d'expérience, etc., de les classifier, parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre un senior de 20 ans d'expérience et un senior de 5 ans d'expérience? Alors tu vas les appeler senior et senior plus plus. Bon, au bout d'un moment, Ce serait compliqué au bout d'un moment. tu manques un peu de qualificatif. Et donc, le fait est que, en fait, cette conscience cette conscience de classe, hein, tout Oui. simplement, elle ne se crée que si les gens sont suffisamment ensemble, si les gens se voient suffisamment. Et quand tu perds des gens, quand tu passes Oui. ton temps aussi à changer d'entreprise, parce que c'est aussi ça, hein, c'est cette logique justement plutôt moderne du fait que en fait tu fais 2 ans dans une entreprise, puis la seule façon d'augmenter ton salaire, c'est d'aller ailleurs. Oui, c'est des parcours très Ça individualisés. Ouais. individualise, ça casse les liens et surtout ça casse toute façon de voir en fait l'évolution des choses. Oui. Parce que tu reviens dans une entreprise 10 ans après, tu te rappelles vaguement de ce que c'était, mais en fait ça a changé et puis de toute façon tu te rappelles plus Ouais. trop et puis c'est pas Ouais. grave. Et donc, quand même, ça prend aujourd'hui, preuve avec la mobilisation qui a été lancée à l'appel de la CGT et que le secteur a rejoint. Mais ça, du coup, recoupe une autre composante de, du secteur et notamment l'image qu'on peut s'en faire, enfin que les gens Mm. peuvent s'en faire. Il y a l'impression qu'il y a peut-être une très grosse différence, un fossé même, entre la vision fantasmée que le grand public qui consomme des jeux vidéo peut se faire de ces métiers-là, parce que bah c'est chouette, c'est un jeu vidéo, c'est un divertissement, ça fait du bien. Du coup, forcément, on est content si on travaille là. On n'imagine pas quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo être en manif. Ça semble peut-être un peu contradictoire, et pourtant, loin de là, est-ce que vous sentez parfois qu'il y a une incompréhension chez des gens qui ne travaillent pas dans votre industrie à vous, de la différence entre la vision qu'on peut se faire d'un métier passion et de la réalité, de ce que c'est vraiment quand on l'éprouve? Oui, alors bon, c'est pas la réalité, mais il faut pas regarder les réponses Twitter de certains de nos posts, c'est toujours le zoo. Mais même en dehors des trolls sur internet, etc., moi je comprends très bien en fait que les gens se disent bon, il y a pire que vous, il y a pire situation que vous, franchement, et ça c'est vrai. La question c'est pas ça, la question c'est de dire en fait nous on veut produire des choses dans des conditions correctes, et surtout
on est persuadé au syndicat, moi à titre personnel, mais au syndicat aussi, on est persuadé que la qualité d'un jeu, c'est aussi le fait que les gens soient dans des bonnes conditions pour le produire. Aujourd'hui, la perte de sens qu'on peut ressentir dans dans tous les niveaux du jeu vidéo, c'est aussi, je pense, parce que on nous a tellement dépossédés de cette capacité créative sur nos jeux qu'on n'arrive plus en fait à produire quelque chose d'intéressant qui nous intéresse nous et qui intéresse les joueurs. Parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle. Si nous, on n'y croit pas, ça va être compliqué de produire un truc sympa. Et pour finir, justement, on va rester un peu dans peut-être les racines, les origines de ce qui vous a amené à travailler dans ce milieu-là. Est-ce que vous vouliez travailler dans le jeu vidéo ou est-ce que c'est des études en particulier qui vous ont mené gentiment vers là? Alors bon, moi je sais pas si je suis l'exemple type parce que moi je voulais travailler je voulais travailler dans le nucléaire. Presque pareil. Voilà. Et en fait j'ai zigzagué, je me suis retrouvé dans l'informatique et en fait au bout d'un moment, moi ce qui m'a déclenché à aller sur le jeu vidéo, c'était j'avais envie de travailler sur quelque chose qui m'intéressait, dont le produit m'intéressait en fait, et pas juste faire des logiciels pour le plaisir de faire des logiciels. Et c'est là où en fait je me suis dit bon bah ok, j'ai quand même des compétences à faire valoir, je peux tenter le coup. J'ai tenté le coup, ça a pris un peu de temps et puis finalement j'ai eu mon poste. Donc vous jouez déjà aux jeux vidéo avant. Ouais. Est-ce que maintenant vous continuez à jouer en réussissant à jouer et à pas prendre le jeu en tant que professionnel et avec des yeux de professionnel? On peut faire les deux. Moi ça m'apporte même du plaisir parfois de me dire ah je vois ce qu'ils ont fait, c'est très très intelligent, c'est cool. Je pense qu'en fait, faut pas perdre ça quand on l'a. Après, il y a des gens qui peuvent aussi ne pas être joueurs et bosser dans le jeu vidéo. C'est pas une obligation. C'est même bien en fait d'avoir des gens qui apportent des perspectives un petit peu différentes. Sur mon projet, on a quelqu'un qui vient vraiment du cinéma et qui avait très très peu touché aux jeux vidéo avant. C'est quoi votre projet? Alors, j'ai pas le droit de le dire, évidemment, c'est un projet non annoncé, mais bon, j'ai précédemment bossé avec lui sur Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, qui est donc un jeu de guerre dans lequel on joue un soldat derrière les lignes ennemies. Et en fait, c'est la même franchise ou pas? j'ai pas le droit de le dire. D'accord. Voilà. Mais il y a eu des fuites dans la presse qui sont très intéressantes. Ah bah donc qui parlent s'il y a des fuites... Voilà. Je ne peux ni confirmer ni nier, mais voilà, je n'en dirai pas moins. Mais en fait, c'est super intéressant en fait, d'avoir cette perspective aussi. Et ça, c'est un truc peut-être que je pense, les joueurs et les joueuses dont les joueurs et les joueuses se rendent peut-être pas aussi bien compte. C'est... faut pas non plus se dire que être un joueur, c'est forcément le meilleur qualificatif pour être un dev de jeux vidéo. Ça aide, ça peut donner des analyses intéressantes, mais c'est aussi super intéressant pour nous quand on a quelqu'un qui vient, je sais pas, de l'animation traditionnelle pour faire de l'artistique. Quand on a quelqu'un qui vient, nous sur notre projet, on a quelqu'un qui a même une formation en fait plutôt d'historien, enfin et pour nous donner beaucoup d'informations sur le contexte de certaines régions, etc. Tout ça, c'est super intéressant et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais sur les productions de jeux vidéo. C'est des objets qui demandent énormément de compétences différentes, énormément de points de vue différents. Et on n'est jamais meilleur que quand on arrive à avoir un petit peu un mix et quand on n'est pas complètement la tête dans le guidon avec les bonnes recettes dans les vieux pots. Le jeu vidéo sur lequel vous avez travaillé, dont vous êtes le plus fier, ou en tout cas qui est un peu votre bébé à vous, que vous portez dans votre cœur? Il faut choisir entre tous vos enfants, je suis désolée. Non, alors moi le problème c'est que techniquement il y a qu'un seul jeu où j'ai officiellement bossé dessus et donc c'est Breakpoint, donc ça répond à la question tout seul. Après pour moi les trucs dont je suis les plus fiers en fait c'est plutôt des astuces qu'on a trouvées pour réaliser des moments un petit peu différents, des moments un peu surprenants. Et en fait, moi, je parle souvent de petites victoires sur les productions parce que justement, quand on est sur des méga productions comme ça, sur Breakpoint, au pic, on était plus de 1000 personnes. Donc, en fait, on est un peu un rouage dans la machine. Et il y a des moments qui sont des petites victoires où on se dit, les gens sont venus avec une idée. Moi, j'ai vu que ça allait être vraiment catastrophique de le faire comme ça. Et j'ai réussi, soit en les influençant, soit en argumentant, soit en trouvant une autre astuce, à pousser dans une bonne direction. Et je sais que sur Breakpoint, par exemple, on avait fait un DLC avec la licence Terminator.
C'était compliqué, mais on a aussi trouvé plein d'astuces à ce moment-là. Et c'est toujours plaisant quand on arrive à livrer ça et qu'on se dit le résultat en valait la chandelle, quoi. Bah, parce que c'est un travail d'équipe, C'est ça. finalement. Et le jeu vidéo, en tant que joueur, que vous porterez toute votre vie dans votre cœur, vous pouviez y jouer il y a 10 ans, vous y jouerez encore dans 10 ans. C'est votre bébé d'adoption. J'ai le droit à plusieurs réponses parce que là je peux pas. Là, Top 3. forcément, pour moi, c'est Final Fantasy VII. C'est un des premiers jeux que je me suis acheté avec mon propre argent. Voilà, c'était une claque graphique, c'était différent, c'était bizarre, c'était mal traduit en français, mais c'est pas grave, on le tolérait, voilà. Ensuite, il y a Devil May Cry. C'est un peu une découverte pour moi. La première fois que je l'ai lancé, j'ai pris une claque, pas forcément graphique, mais juste sur le gameplay. Dire, waouh, en fait, on peut faire tout ça. Et puis, au fur et à mesure du jeu, chaque fois que je voulais tenter un truc, je pouvais le faire. Et ça, c'était un petit peu magique. Et puis le dernier, c'est Warcraft 3, parce que j'ai passé quand même 2000 heures sur ce jeu, et donc voilà, c'est quand même que je me suis Au amusé un bas peu. mot. Mais en tout cas, Pierre-Étienne Marx, je vous dis merci. J'espère que Merci. ces étoiles dans vos yeux, quand vous parlez de votre top 3, eh bien d'autres personnes les auront dans des années en citant vos jeux, vos projets à vous, vos propres bébés, et que cette industrie restera un beau sport collectif. Je rappelle que vous êtes directeur technique narration chez Ubisoft, également représentant syndical d'Ubisoft au sein du syndicat des travailleuses et travailleurs des jeux vidéo. Merci pour cette technique narrative que vous avez partagée avec nous chez 15. Très bonne journée. Merci beaucoup.